Monsieur Boinga Bofara Frédéric, bonjour. Bonjour, Monsieur Amba. On vous a reçu ici le 16 janvier. C'était au moment où il y avait la grande polémique au sujet de la vérité des urnes. Maintenant, les choses sont clarifiées, si on peut dire. La Cour constitutionnelle a confirmé Félix Tshisekedi Tshilombo comme président élu et il a prêté serment aujourd'hui. Votre réaction? Bon, d'abord, je lui souhaite bon vent dans ses nouvelles fonctions. Mais permettez-moi, Monsieur Amba, j'aimerais quand même d'abord revenir sur ce que j'avais dit dans l'interview précédente. Le 16 janvier. Oui, dans cette interview, j'avais proposé qu'on fasse un deuxième tour des élections pour départager démocratiquement les deux candidats en lice. Si je l'ai fait, je n'avais qu'une seule obsession, c'est que la démocratie continue dans notre pays parce que cette élection, c'était une élection de discorde. Cette élection a inoculé le venin de la division peuple congolais. Et je voulais, pour moi, la seule façon démocratique de le départager, c'était l'organisation de cette élection, ce deuxième tour, mais aujourd'hui, ça fait partie du passé. Tout ce que je peux dire aujourd'hui au nouveau président, donc, que tous mes voeux l'accompagnent dans ce qu'il va faire pour répondre aux espérances du peuple congolais. Voyez, les tâches sont immenses. Les attentes sont immenses. Et il faudra au président, l'actuel, de faire des priorités. Parce qu'on ne pourra pas tout faire en même temps. Il y a des priorités. Je crois que la première des choses aujourd'hui à faire, c'est de rassembler les Congolais, rassembler tout ce qui est éparse dans une chaîne d'union nationale, que les Congolais se retrouvent, que les blessures des élections soient pensées, que nous soyons, comme on disait, Bazaïrois ou les Congolais. Vous avez sans doute suivi la cérémonie d'investiture a été émaillée par un événement qui a fait plus de peur que de mal. Le président Tshisekedi, en pleine allocution, a eu un malaise. Selon des médecins, il s'agit de ce qu'on appelle un malaise vagal. Avez-vous suivi cela? Bon, j'ai entendu ça. Bon, la seule chose que je lui conseillerais, c'est qu'un citoyen peut conseiller à son président de ne pas négliger. Tout signal comme ça de santé, ce n'est pas des choses à prendre à la légère et qu'il est de son devoir par rapport à ses obligations. Un citoyen lui demande d'approfondir les examens médicaux là-dessus, qu'il ne néglige pas. Parce que le pays n'a plus besoin encore des pauses à la tête de l'État. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Oui, qu'on déclare l'incapacité du président, ce serait malvenu aujourd'hui. Donc un seul conseil, qu'il prenne soin de sa santé. Mais après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, proclamant Félix comme président élu, Martin Fayulu, ce qu'on appelle le candidat malheureux, s'est autoproclamé président légitime. Est-ce que selon vous, là je m'adresse aux juristes que vous êtes, on a deux présidents aujourd'hui à la tête du Congo? Non. Je ne connais pas les vraies raisons de cette position-là qui consiste à s'autoproclamer, mais par rapport à tout ce que je sais, vous savez, dans cette histoire, je peux les comprendre. On a essayé de diviser encore les Congolais. Vous savez, le fameux venin des divisions que j'ai évoqué, on l'a là encore. Dites-moi un peu, Monsieur Amba, lorsque vous entendez toutes les chancelleries du monde, les organisations, les observateurs assermentés à l'élection,
vous dire les résultats proclamés ne correspondent pas à la réalité des urnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais malheureusement, au moment où vous dites ça, vous n'apportez aucune preuve pour étayer vos allégations. Donc Fayoulou n'a pas apporté de preuves. Je n'en sais rien, je parle, il s'agit que ce soit lui ou que ce soit surtout les organisations, les observateurs assermentés. Donc, il y a quelque chose qui me choque. Senko. Par exemple, la Senko nous a dit que les résultats proclamés ne correspondaient pas aux résultats dont il disposait. Mais pourquoi au moment où il y a recours devant la Cour, pourquoi vous ne produisiez pas ces éléments à votre disposition? Vous venez de les présenter là, 3-4 jours après que la Cour ait prononcé sa décision. Ça a créé un malaise et ça crée toujours une division chez les Congolais. J'aurais aimé, mais tous ces chancelleries qui ont dit à l'époque, voilà, ces résultats ne correspondent pas. Alors, je ne comprends pas les revirements. Moi, je ne suis pas. On doit parler de duplicité de la part de la communauté internationale? Je n'en sais rien. Tout ce que la communauté internationale, il me semble, a dit qu'il prendrait en considération la réaction des Congolais. Dit, voilà, nous estimons que les résultats donnés ne reflètent pas la réalité des urnes, mais c'est aux Congolais de décider, d'en décider. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut aussi être le langage diplomatique. On attendait quoi? Que les Congolais manifestent, que les Congolais fassent, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a eu des recours qui ont été faits. J'aurais aimé, par exemple, la Senko, qui était un observateur assermenté, puisse déposer à la Cour les éléments de preuve en sa possession. Ça pouvait aussi faire taire les critiques sur la légitimité de l'action de la CENI, que je ne porte pas forcément dans mon cœur. Je suis aussi citoyen. Mais en ce moment-là précis, il fallait quand même que toutes les preuves pour étayer leurs allégations devaient être présentées. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont mis les Congolais dans une situation encore périlleuse. Périlleuse, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a des plaies dans la société congolaise. Il y a des plaies dans la nation congolaise. Il y en a qui estiment qu'il y a une élection volée. Et ainsi de suite. Et je vais quand même vous dire mon sentiment. Vous savez, plus je réfléchis, plus je crois au président François Mitterrand lorsqu'il disait qu'il n'y a pas de paradoxe en histoire. Et l'histoire, la grande histoire de la vie politique congolaise nous enseigne que les principes, les alliances, je dirais aussi les idéologies sont éphémères. Les États n'ont que des intérêts. Et que l'histoire se moque des maîtres à penser. Donc il n'y a pas de paradoxe en histoire politique, il n'y a que l'intérêt de la nation, que seul l'élu du peuple est à même d'apprécier. Donc selon vous, ce qui intéresse la communauté internationale, c'est de savoir qui, dans ce Congo démocratique, exerce l'effectivité du pouvoir. Et aujourd'hui, oui, on peut dire que ça sera Félix Tshisekedi. Écoutez, les élections ont eu lieu. Il y a un président qui est proclamé, consacré aujourd'hui. La question que vous me posez là relève maintenant de la pratique qui sera suivie dans le fonctionnement régulier des institutions et de la mise en place de cette nouvelle espérance incarnée par le nouveau président. A-t-il les moyens constitutionnels? Ça, c'est d'autres choses. C'est ça la vraie question. A-t-il la liberté dans son action? Telles sont les questions qui se posent légitimement, vu la configuration aujourd'hui des institutions de démocratie au Congo. Je vais parler de la configuration du Parlement, l'Assemblée et le Sénat. Vous connaissez bien notre Constitution, son fonctionnement. Un président ne peut avoir sa force pour mettre en œuvre sa politique que si il mène son action avec un gouvernement qui a une majorité confortable au Parlement, donc à l'Assemblée.
Or, ce qui se passe, ça aussi, ça relève de l'alchimie congolaise. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment un candidat étiqueté FCC, Front commun pour les Congolais. voilà, obtient un score en deçà des attentes et, et le même étiquette, la même étiquette FCC pour les élections législatives rafle la mise de cette façon-là. Alors que le rejet, si vous voulez, le score obtenu par les candidats FCC reflétait les rejets total. Comment on peut rejeter les candidats à l'élection présidentielle et donner un mandat aux législatives pour la même équipe? Mais aujourd'hui, que peuvent être les priorités pour le nouveau président élu, selon vous? Je pense que la première des choses que le nouveau président a, c'est de réconcilier les Congolais. En faisant quoi, concrètement? Réconcilier les Congolais, rétablir entre les Congolais la chaîne d'union nationale qui a été rompue par autant de détresse et des exclusifs comme ça. Les Congolais sont divisés. Il faut réunir les Congolais, il faut les réconcilier. Mais comment les réconcilier? Déjà, nous avons un problème dans notre pays. On ne sait pas qui est qui. Le président doit d'abord commencer par rassembler les Congolais. Pour les rassembler, on doit les identifier. Vous voulez dire, nous ne savons pas qui est Congolais et qui ne l'est pas. C'est ça votre question? C'est un peu ça. Vous ne pourrez pas aujourd'hui me dire quelle est la population exacte du Congo. Hein. Nous spéculons. J'entends les gens dire, oui, 80 millions. Sur quelle base? Et les 10 millions qu'on prétend décédés suite aux calamités, aux guerres comme ça. On ne connaît pas l'état exact de la population congolaise. Il faut les identifier. Pour les identifier, les rassembler. Et pour les rassembler, donc il faut les recenser. Les présidents doivent mettre d'abord une priorité là. Connaître les Congolais. Et je n'ai jamais vu dans aucun pays au monde où les gens n'ont aucun document officiel d'identité. C'est un problème clé qu'il faut résoudre. C'est un élément. Il semble que le dernier recensement remonte à 1984. Eh bien voilà. Et vous imaginez aujourd'hui, ça fait combien d'années? Donc selon vous, il faut recenser la population. Il faut recenser, nous devons connaître la population exacte au Congo et même les populations étrangères. Cela ne veut pas dire qu'on jette la pierre sur ce qui est étranger. Non. On connaît la population congolaise, d'accord? Et puis, les populations résidant au Congo, sans a priorisme et tout ça. Et aussi connaître le nombre exact des Congolais, que ce soit à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Les Congolais qui sont à l'extérieur sont les mêmes que ceux qui sont à l'intérieur. Donc il faut les recenser, les identifier. Mais ça, c'est au niveau, je dirais, des rassemblements des Congolais. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui bâtir quelque chose tant que nous n'avons pas réglé le problème de la sécurité au Congo. Les Congos, je regrette même, lorsque je suis allé au Congo en 2016, j'ai proposé qu'il y ait un moratoire électoral pour que nous réglions au préalable certaines questions qui nous posaient problème. Il y avait les problèmes du recensement, il y avait les problèmes de la sécurisation du Kasaï, et les problèmes du Grand Lac, qui jusqu'à aujourd'hui, Bunia, Butembo, il y a tous ces problèmes-là. On pouvait d'abord les résoudre. Et j'ai proposé quelques petites réformes. La décentralisation actuelle, ce n'est pas une bonne décentralisation. On a confondu les découpages territoriaux avec beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a des provinces 7. Oui, ça c'est les provinces 7 des Mongos, ça c'est les Balou, ainsi de suite. Alors que même si la Deuxième République que vous vilipendez aujourd'hui avait essayé en son temps de résoudre ces problèmes-là, moi je pense, sur le point de vue administratif, on doit organiser l'État sur 4 échelles. L'État, la région, les provinces et la commune. Même si nous ne pouvons pas aujourd'hui détruire les provinces telles que c'est créé aujourd'hui, mais je crois qu'il faut revenir sur les régions. C'est-à-dire que la région doit être l'entité englobante
À l'intérieur des régions, nous allons trouver nos provinces. Mais il faut la région. Ça, c'est rien. J'ai revenu les problèmes de la sécurité. J'entends des fois dire, on vilipende l'action de la MONUSCO. Bien. Mais vous savez que la MONUSCO est là pour nous assister et pour nous accompagner. Pour que le travail de la MONUSCO soit efficient, soit fort, il faut que ça soit accompagné par le travail efficace du gouvernement. La MONUSCO n'a pas un pouvoir parallèle avec le gouvernement congolais. C'est les Congolais. Nous avons un pouvoir légitime. La MONUSCO est venue nous aider pour la stabilisation de notre pays. Mais on ne peut pas laisser à la MONUSCO la liberté comme ça d'entreprendre et puis après qu'on dise oui, il a échoué. Non, c'est parce qu'il n'y a pas une véritable coopération renforcée entre l'appareil sécuritaire de l'État et la MONUSCO dans ses missions. Il faut redéfinir les missions de la MONUSCO, son cadre, son dispositif, mais que personne ne vous trompe. Actuellement, on en a encore besoin de cette coopération-là, mais nous allons bien la définir, la redéfinir. Je pense que l'actuel président peut s'en saisir. Vous savez, dites-vous une chose, monsieur Amba, lorsque nous faisons la politique, nous aspirons tous à la magistrature suprême. Je n'ai jamais nié mon ambition là-dessus. Mais lorsque les choses ont fait que finalement les Congolais ont décidé d'un président, je pense que tout doit aller dans le sens de renforcer son action, mais faut-il encore que lui-même soit réceptif à ce que les Congolais doivent proposer. Lorsqu'en 60, nos parents ont réclamé l'indépendance, on n'a pas réclamé l'indépendance parce que nous n'avions pas de salaire. Ce n'est pas parce que nous manquions des hôpitaux. À l'époque, on avait même les cartes et un droit. C'est-à-dire les colons ont même mis en place ce que les anglo-saxons appellent le welfare state. Le welfare state, c'est l'État-providence. C'était un peu l'État-providence, Oui. voilà. Aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, les Congolais n'ont même pas l'eau potable. Alors que nous disposons du bassin hydrographique, un des bassins hydrographiques les plus importants au monde. Je dis à l'actuel pouvoir, on a 5 ans, il y a un quinquennat, si on arrive à la fin de ce quinquennat, si on doit y arriver, si entre-temps, il n'y a pas de couac, faire une priorité pour 2 éléments. En dehors de la sécurisation, les retours des Congolais au Congo, mais faisons du problème de l'eau, de l'électricité et des transports un mandat impératif. Dire que d'ici 5 ans, on résout ces problèmes-là. Tout part de là. Vous ne pouvez pas me parler aujourd'hui, j'entends, je regrette même quand j'entends les présidents parler des ressources minières. Laissons ça. Les ressources minières sont les dons de la nature, ne préjugent en rien la force d'un État. Il faut faire de ces ressources naturelles des richesses réelles. Nous avons 3 priorités. On doit en faire un mandat impératif. Il faut que les territoires nationaux congolais soient viabilisés. Qui dit Siro, Ngandajika, en passant par Butembo, à Wangata, et ainsi de suite, au Bas-Congo, que les Congolais se disent, je peux boire de l'eau partout, parce que mon pays en dispose. L'eau est un élément de santé publique. Nous ne pouvons pas ne pas avoir de l'électricité. Nous ne pouvons pas ne pas avoir des axes routiers importants qui puissent permettre à l'agriculteur de Mbujimayi d'aller vendre son maïs en Bandaka et ainsi de suite. N'allez pas aller chercher des choses compliquées. Ça sera la base. Et montrer aux Congolais que vous les aimez. On a trop tué les Congolais. Donc le bien-être de la population. Le bien-être de la population. L'amélioration des bien-être. J'ai dit, vous ne m'avez pas entendu là parler des emplois. Pourquoi? Je vais vous dire, l'État ne crée pas d'emplois. L'État met un cadre légal pour favoriser les investissements, l'implantation
des entreprises. Moi, si vous voulez, mon slogan, c'est fiche de paye avant bulletin de vote. Fiche de paye avant bulletin de vote. Monsieur Amba, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que des problèmes politiques. À aucun moment nous nous sommes concentrés pour les problèmes du peuple congolais. Résoudre les vraies questions du peuple congolais. Non. Il faut fiche de paye avant tout. Et bulletin. Vous savez, politiquement, les Congolais sont mûrs. Ils attendent aujourd'hui de voir que le panier de la ménagère répond aux attentes d'un foyer. Vous savez, M. Amba, nous sommes ici, vous et moi. Lorsque nous nous levons le matin, vous ouvrez les réfrigérateurs, vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois manger ici? Vous parlez des questions de choix. Mais notre pays, lorsqu'il se lève, il se pose la question, est-ce que je vais manger aujourd'hui? Mais revenons un peu en arrière. Monsieur. Vous avez parlé du recensement de la population. Oui. Cela fait 21 années que les Congolais n'ont pas de carte d'identité. Ce n'est pas une lacune assez grave. Non, c'est une volonté délibérée, il me semble. Pourquoi? Je n'en sais rien, parce que je ne peux pas comprendre. Vous savez, on ne peut pas opposer aujourd'hui, ce qui est communément appelé la diaspora, bien entendu. Les Congolais, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils soient au Congo, nous sommes des Congolais, des Zaïrois. J'aime bien ça. L'État doit identifier sa population, même qui sont à l'extérieur du pays. Ça ne coûte rien aux responsables de la République aujourd'hui d'organiser un vrai recensement. Surtout, il me semble, les recensements qui peuvent être plus faciles, c'est ce qui doit se faire à l'extérieur. Parce qu'ici, les gens ont déjà des cartes de résidents, des cartes de séjour, avec mention nationalité congolaise. Et aller se faire recenser à l'ambassade est peut-être plus facile qu'aller faire un recensement à Ouattara ou à Irebou. Mais il faut qu'on se donne les moyens. La politique, c'est question de volonté et de moyens. Avoir une carte d'identité doit devenir un droit pour les Congolais. Et quand je dis Congolais, je dois encore aller loin. Le foyer national du peuple congolais, c'est la République démocratique du Congo, que j'appelle Congo-Zaïre, moi, que je choque ou pas. Et cette République, avec ses 2 345 km², c'est notre foyer. Un Congolais d'origine peut avoir... Membre d'une tribu. Membre d'une tribu, même s'il a adopté une autre nationalité, il restera toujours Congolais. On ne peut pas lui imposer. C'est, je vous dis, irrécevable. Mais est-ce qu'on ne va pas institutionnaliser une sorte d'inégalité dans la mesure où la loi dit que tous les Congolais doivent être traités de manière égale? Mais monsieur Amba, vous savez, il y a ce qu'on appelle les prérogatives de la souveraineté d'un État. Les droits à la naturalisation fait partie de ça. Dans la naturalisation, un État peut imposer les critères, les conditions d'obtention de sa nationalité. Et il ne nous empêche pas de dire qu'un étranger qui veut avoir notre nationalité doit passer une période probatoire de 5 ans. Ou même dire qu'il renonce à sa nationalité d'origine pendant une X période. Pour voir effectivement si c'est notre droit. Vous savez, on peut être américain et ne pas avoir les droits d'être candidat aux élections présidentielles. Et pourtant, on est américain. Nous pouvons faire notre loi et être aussi humains. Parce que n'oublions pas aussi d'autres pays qui nous ont accueillis aussi. Mais on peut imposer, on peut faire des lois qui soient adaptables aux étrangers qui réclameraient, qui demanderaient à être congolais. Bien entendu, il faut qu'il y ait une loi sur la naturalisation. Mais, je m'insurge, on ne peut pas interdire à un Congolais d'origine d'en avoir une autre. Non. Ma belle Nabiso, c'est à nous. Les Congolais veulent se sentir aujourd'hui pris en charge. Il faut qu'il y ait des symboles qui montrent que le nouveau Congo est là. Que voilà, nous sommes fiers d'être Congolais. J'ai ma carte
Vous savez, une carte d'électeur n'est pas une carte d'identité. Et même ces cartes d'électeurs, on les retrouve partout dans des pays frontaliers. Tout le monde en a. Il n'y a pas le contrôle de l'État là-dessus. Je ne suis pas en train d'attaquer qui que ce soit, mais je vais ramener la raison dans la gestion de l'État. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que nous venons d'inaugurer une alternance démocratique au rabais, avec un président sortant qui est toujours là, qui exerce garde la haute main sur l'armée, la police, les services de renseignement, les finances, etc. Bon, Monsieur Amba, je ne vais pas spéculer. L'actuel président, vous savez, je ne vous cache pas, je n'ai pas aimé la façon dont l'élection a eu lieu. Je n'ai jamais caché. Mais je suis nullement contre Martin Fayoulou ou contre Félix, c'est ce qu'il dit. Non, je suis contre personne. Mais cette élection, c'était l'élection de la discorde. Mais heureusement, la maturité des Congolais, jusque là j'ai dit, fait qu'il n'y a pas de débordement. Je souhaite, mais on ne sait pas l'avenir. Pourquoi je dis ça? Il a été consacré aujourd'hui. Il faut maintenant lui laisser le temps d'organiser les institutions, le fonctionnement. Mais il y a déjà de mauvais présages. Quoi, par exemple? Mais lorsque vous voyez... Vous savez, j'aurais aimé, suivez-moi bien là. Là, j'invite les gens à une réflexion approfondie. Je suis contre le fait que l'élection présidentielle a eu lieu en même temps que les élections législatives. Dans un régime où le président est élu par les parlements, dans les parlements, je peux concevoir ça. Mais dans notre régime, là, il a fallu, après l'élection présidentielle, là aujourd'hui, que le président demande aux Congolais, aux élections législatives qu'on organise, de lui donner la majorité pour mettre en pratique les espérances que les Congolais ont mis en lui pendant l'élection. Et selon vous, ça a été fait à dessein? Non, c'est la constitution du Congo. C'est comme ça. Je déplore cette constitution-là que j'ai toujours dit qui n'était pas notre œuvre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que les présidents allaient demander les élections législatives, en demandant aux Congolais de lui donner la majorité au Parlement pour l'aider à mettre en place sa politique. On a fait les deux ensemble et nous nous retrouvons dans une cohabitation. Il faut lire notre constitution. Le président doit demander la formation d'un gouvernement en nommant quelqu'un qui a la majorité au Parlement. Bien entendu, ça sera le FCC. Parce que ceci dit, j'ai entendu des gens dire que le président doit dissoudre, il ne peut pas. On ne dissout pas à l'année de l'élection. S'il doit dissoudre l'Assemblée, c'est 1 an après. Donc il ne peut pas. Donc, obligé de prendre un Premier ministre de la majorité. Lisez bien notre constitution, c'est une constitution ambiguë. Parce que lorsque vous essayez de voir les pouvoirs personnels du président, c'est moindre. Moindre. D'abord, l'article 91.1 dit « Les gouvernements, avec concertation avec les présidents, déterminent la politique de la nation. » Oui, mais la même constitution n'a pas empêché Joseph Kabila de se comporter en autocrate. Parce qu'il avait sa majorité au Parlement. Il avait la majorité dans les deux chambres. Et lorsque le président est en même temps autorité morale de l'Assemblée, les choses ne se posent pas de la même façon. M. Kabila n'a jamais cohabité. Vous voulez dire que Félix Tshisekedi sera un président protocolaire? Je ne dirais pas. Non, dernière question. Je ne peux pas dire protocolaire. Je dis peut-être il sera protocolaire si ils n'ont pas un accord de gouvernement avec la majorité au Parlement. Alors là, bon, il va inaugurer les chrysanthèmes. Mais si ils ont un accord de gouvernement et que cette majorité parlementaire décide de le soutenir, il pourra toujours s'en sortir. Mais dans ces cas-là, c'est lui qui ferait la politique du gouvernement. Donc, en fait, c'est le gouvernement qui dicterait au président la politique à faire. Parce qu'un accord de gouvernement suppose quand même une cohérence au niveau programmatique.
Bon, Quelle est la cohérence entre l'UDPS qui prône le changement et les autres qui sont plutôt pour le conservatisme? Il y a la période électorale, post-électorale, et la période avant l'élection, l'élection et après. Maintenant, là, vous avez vous-même que bon, l'élection a été faite dans des conditions un peu obscures. Mais bon, passons. Maintenant, ils peuvent revenir et définir, bon, comme toujours, hein, c'est les peuples qui payent les pots cassés, définir une politique dans laquelle ils se mettraient d'accord. Ce n'est pas à exclure. Mais simplement, je vois beaucoup de difficultés. Vous prenez même que ce soit en matière de défense, affaires étrangères et sécurité, ce sont des domaines de collaboration. Vous lirez, c'est le Premier ministre qui peut proposer au président le changement d'un chef d'état-major, ou de l'armée, de la police. Enfin, c'est le gouvernement. Donc le Premier ministre, oui, le gouvernement et le Premier ministre. Mais parce que si le président propose et le gouvernement dit non, ça ne passe pas, parce que c'est le gouvernement qui a sa majorité au Parlement. Et partout, même au Sénat, je crois que ça sera ainsi. Or, vous savez que comment est fait le processus législatif. La navette entre l'Assemblée et le Sénat, bon, on n'en parle pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Moi, tout ce que je crains, c'est pour cela que j'ai dit aux Congolais, on doit rester vigilant pendant un laps de temps, voir les modifications, comment est-ce qu'on laisserait au président élu la latitude de travailler. Il y a par exemple des réformes que nous n'accepterons pas, que les Congolais ne doivent pas accepter, la modification du mandat présidentiel, la modification du nombre de mandats, les délais, des choses comme ça, ou même les modes de scrutin de l'élection présidentielle, c'est des choses que nous ne pouvons pas admettre. Nous laissons aujourd'hui les choses parce que nous voulons la paix dans notre pays. Nous avons, malgré les difficultés liées à cette élection, mais nous acceptons là le scrutin. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas vigilants. On laisse le temps. Il y a des choses, des limites à ne pas franchir. Tout le monde extérieur, le monde national, les Congolais ont vu qu'on a un président. Il faut lui laisser les moyens de travailler. Ceci dit, comme je l'ai dit encore, nous avons tous mis des lots dans nos ambitions pour que le Congo prospère. Mais nous n'accepterons plus aucune sorte d'aventurisme dans le fonctionnement régulier de l'État. Et je ne pense pas que l'actuel président a ce genre d'intention. Je pense qu'il veut aussi honorer la mémoire de son défunt père. Parce que si que lui l'a accepté, peut-être son père n'aurait pas accepté, mais nous ne connaissons pas le cœur de l'homme. Peut-être c'était aussi là une porte d'accès pour les Congolais de retrouver un peu leur dignité. C'est pour cela que j'ai mis beaucoup de réserves aux critiques acerbes. Donc un rendez-vous est pris dans 100 jours pour faire un pré-bilan. J'ai dit 100 ou avant. 100 ou avant, parce que si demain on l'empêche déjà de commencer à travailler comme il le faut, personne n'acceptera. Ne prenez pas les peuples congolais pour des idiots. Il ne nous reste qu'à vous remercier, M. Boyenga. Merci beaucoup. Merci.